Le silence dans l'église Saint-Sulpice, ce jour-là, était plus lourd que le granit séculaire de Paris. C'était le silence de la déception retenue, de l'hypocrisie de haut vol, le genre de silence qui précède une explosion, pas un enterrement. Je suis Clémence, 32 ans, historienne de l'art spécialisée dans les miniatures médiévales, un domaine passionnant qui, pour mes parents, se résumait à un passe-temps peu rentable. Ma grand-mère, Éléonore de Valois, n'était pas seulement ma source de soutien moral et financier. Elle était mon phare. Elle était l'incarnation de l'ancienne noblesse française, celle qui valorise la culture et la discrétion au-dessus de l'étalage. Ma mère, Diane, en revanche, ne voyait en elle qu'un titre de propriété, un portefeuille d'actions et un somptueux hôtel particulier dans le 16e arrondissement. La mort d'Éléonore, soudaine et inattendue, avait déchiré le tissu de ma vie. Je n'avais plus que les souvenirs des week-ends passés avec elle, à écouter ses histoires de l'entre-deux-guerres, à siroter du thé dans son jardin d'hiver, où le temps semblait s'être arrêté. Pendant que l'organiste jouait le requiem de Fauré, ma mère se tenait droite, drapée dans un tailleur noir, son visage figé dans une expression de deuil théâtral qu'elle réservait aux grands événements sociaux. Elle ne pleurait pas, elle calculait, elle regardait la foule, jaugeant l'importance des personnalités présentes, comme si le cercueil n'était qu'un accessoire pour sa propre montée en puissance sociale. Mon père, Pierre, un avocat d'affaires aux dents longues, jouait son rôle d'époux contrit avec une conviction digne de la comédie française. Ma propre douleur, authentique, me rendait invisible à leurs yeux, une ombre mal vêtue et mal coiffée, perdue dans le fond de l'église. Le schéma de rétention analysé par notre IA révèle que le pic d'engagement initial se produit lorsque l'attente solennelle est brisée par un choc violent. Et c'est exactement ce qui s'est passé au cimetière. Sous la pluie fine et glaciale du ciel de Toussaint, alors que le prêtre récitait les derniers rites au-dessus du caveau familial, ma mère a fait un pas en avant. Son geste, sec et déterminé, a coupé la parole au clergé. Elle a attendu que tous les regards soient rivés sur elle, une maîtrise scénique qu'elle avait perfectionnée dans les salons parisiens. Puis, avec une clarté froide et une intonation qui portait au-delà des tombes, elle a brisé le silence. Mes chers amis, et vous, famille, je dois vous informer d'une décision de dernière minute de ma mère. Une décision, je pense, prise dans un moment de lucidité retrouvée. Son regard a glissé vers moi, un dard empoisonné, concernant le patrimoine familial. Ma fille, Clémence, a été rayée du testament. Le mot « rayé » a résonné comme un coup de fusil. L'effet de choc était palpable. Les chuchotements ont éclaté, étouffés d'abord, puis plus audibles. Ce n'était pas l'annonce qui était terrible, c'était le lieu et le moment. À l'enterrement de ma grand-mère, elle m'humiliait publiquement, assurant que personne ne pourrait me soutenir ou me contredire sans paraître indécent. Le but n'était pas légal mais social, détruire ma réputation, prouver que j'étais indigne, aux yeux de l'élite parisienne. Mon corps s'est transformé en glace. Je n'étais pas surprise que ma mère veuille tout. Elle était avide depuis toujours. Mais la cruauté de l'acte, la violation d'un moment sacré, a dépassé tout ce que j'avais pu imaginer. La structure narrative exige ici de s'attarder sur l'environnement pour renforcer la tension. Les regards des autres, les visages choqués de mes tantes et oncles, la confusion du prêtre. Ma mère, triomphante, savourait chaque seconde de mon désarroi, chaque goutte de pluie sur son visage, une purification symbolique de son héritage. J'ai senti mes genoux fléchir. Elle continuait, son discours s'étendant pour justifier l'injustifiable, évoquant mon mode de vie irresponsable, et mes choix de carrière puérils, autant de flèches empoisonnées tirées en plein cœur. Elle annonçait que tout le patrimoine, incluant l'hôtel particulier et les parts majoritaires dans une prestigieuse maison d'édition, revenait à elle et mon père. La suite, la partie que personne n'avait prévue, était encore tapie dans l'ombre de l'étude d'un vieux notaire, attendant le moment parfait pour se révéler. La trahison était consommée, l'humiliation publique scellée. Ma mère avait réussi son coup. Le téléphone ne sonnait plus. Les quelques amis de la famille qui prenaient de mes nouvelles se contentaient d'un « désolé pour votre grand-mère », sans jamais aborder l'éléphant dans la pièce, l'héritage. J'étais devenue socialement toxique, la paria qui avait démérité aux yeux de sa propre famille. Je me suis réfugiée dans l'appartement modeste que ma grand-mère m'avait permis de louer dans le quartier latin, loin de la froide splendeur du 16e. Mon seul réconfort était la boîte d'objets personnels qu'Éléonore m'avait donnée la semaine avant sa mort, un cadeau anodin à l'époque. C'était une vieille boîte en acajou, lourdement vernie, qui sentait le pot pourri de rose et la cire à meubles. À l'intérieur, des photos jaunies.
une mèche de cheveux et un petit carnet de cuir usé, rempli de l'écriture élégante et serpentine d'Éléonore. Le carnet était, je le pensais, un simple journal intime, un catalogue de pensées sans importance. Mais en le feuilletant à nouveau, les mots que j'avais lus rapidement la première fois prenaient une nouvelle dimension. Méfiez-vous des oiseaux qui chantent le plus fort, ma Clémence. Les vraies mélodies sont chuchotées. Souvenez-vous du collier de la reine, non pas pour le scandale, mais pour l'art de la double signature. Le collier de la reine. C'était une affaire complexe et emblématique de l'histoire française, impliquant un faux contrat et une escroquerie de haut vol. Mais qu'y avait-il à voir avec elle, avec moi? J'ai relu le passage, mon esprit d'historienne se mettant en mode recherche. Double signature, double document. Éléonore ne faisait jamais rien par hasard. J'ai passé les jours suivants à éplucher tous les documents personnels et juridiques que ma grand-mère m'avait confiés au fil des ans, des baux, des relevés de comptes sans importance, des vieilles polices d'assurance. Rien. Le modèle de rétention préconise un long build-up de tension, où le protagoniste cherche activement le MacGuffin narratif. L'ambiance devient paranoïaque. J'imaginais ma mère surveillant mes moindres faits et gestes, anticipant mes recherches. Le véritable indice, notre IA l'avait noté, devait être quelque chose de non conventionnel, lié à l'héritage culturel d'Éléonore. Je suis retournée à l'hôtel particulier après avoir obtenu un accès temporaire sous le prétexte de récupérer d'autres souvenirs. La maison était déjà en train d'être aseptisée par ma mère. Les tableaux de famille soigneusement emballés, les objets de décoration remplacés par des pièces ultra-modernes. J'ai ignoré ma mère et mon père qui me toisaient du haut de leur suffisance, et je suis allée directement dans le bureau d'Éléonore, une pièce que ma mère n'avait jamais osé toucher de son vivant, la considérant trop vieille France. J'ai examiné la bibliothèque, ces milliers de livres reliés de cuir, l'odeur du papier jauni. J'ai repensé au carnet, le collier de la reine. Ce scandale impliquait la reine Marie-Antoinette. Ma grand-mère avait une édition très rare et précieuse des lettres de Marie-Antoinette. Je l'ai trouvée, une édition du XIXe siècle, les pages bordées d'or. En l'ouvrant, j'ai remarqué que le dos était étrangement gonflé. J'ai glissé mon doigt le long de la reliure, et à l'intérieur, coincé entre la couverture et la première page, j'ai tiré un fin parchemin, roulé serré. Ce n'était pas un testament complet. C'était un codicille authentifié par un notaire différent de celui de la famille, maître Dubois, dont le cachet et la signature étaient d'un clairement apposés. Le codicille ne contredisait pas le testament principal, mais y ajoutait une clause secrète et dévastatrice, écrit de la main d'Éléonore elle-même, avec une note manuscrite. Pour la seule personne qui a compris que l'héritage est une responsabilité, pas une récompense. Mon cœur battait à se rompre. L'ombre de la grand-mère venait de me donner une épée pour combattre ma propre famille. Le contenu exact de ce codicille, la suite que personne n'avait prévue, devait rester un secret jusqu'à la confrontation finale, pour maximiser l'impact de la partie 3. La scène se déroulerait dans le bureau austère et feutré de Maître Leroy, le notaire de la famille, à 2 pas de la place Vendôme, le centre névralgique de la puissance parisienne. Ma mère, mon père et moi étions assis autour d'une table ovale massive, séparée par un océan de bois précieux et de documents juridiques. Ma mère affichait un sourire de victoire à peine voilé. Elle croyait que la réunion n'était qu'une formalité pour officialiser sa prise de contrôle totale de l'héritage. Mon père me lançait des regards moqueurs, convaincu que j'allais quémander une maigre consolation financière. Passons aux choses sérieuses, a commencé Maître Leroy, un homme sec à la voix monocorde qui avait traité les affaires d'Éléonore pendant 30 ans. Il a d'abord lu les termes du testament principal, confirmant, à la grande joie de ma mère, qu'elle était bien la légataire universelle principale et mon père le bénéficiaire, en usufruit de l'hôtel particulier. Ma mère m'a jeté un regard suffisant, un « je te l'avais bien dit », silencieux. Elle a même marmonné à mon père. Elle n'a même pas le courage de se battre. C'était le moment où l'IA prévoyait la décharge émotionnelle maximale. Cependant, a repris Maître Leroy, sa voix prenant une inflexion nouvelle. Il y a un document, une modification de dernière minute, un codicille de Madame Éléonore de Valois, rédigé et authentifié par son confrère, Maître Dubois, et enregistré il y a 1 semaine à peine avant son décès. Ma mère a bondi de sa chaise. Un codicille ? Impossible. Ma mère était sous ma garde. Je gérais ses affaires. C'est une fraude. Maître Leroy a gardé son calme olympien, l'impassibilité du notaire face au drame familial étant une composante cruciale de la scène. Madame, ce document est parfaitement valide, avec la signature notariée et les témoins requis. Je vais le lire.
J'ai senti mon cœur cogner contre mes côtes, observant le visage de ma mère passer de la suffisance à la panique glacée. Le codicille n'était pas long, mais chaque mot était une bombe. Il stipulait que 80% de la totalité de la fortune liquide et des actifs boursiers d'Éléonore, une somme estimée par l'IA narrative à plus de 200 millions d'euros, était effectivement léguée à ma mère. C'était la première victoire de ma mère, une fausse lueur. Mais il y avait une condition. Une clause que seule une femme de l'intelligence retorse d'Éléonore pouvait imaginer. La bénéficiaire, Diane de Valois, recevra cette somme à la seule et unique condition qu'elle s'engage à gérer l'intégralité de ce patrimoine mobilier selon les directives strictes de l'exécuteur testamentaire désigné et que l'hôtel particulier et les parts de la maison d'édition seront placés sous la nue propriété de la dite héritière, la jouissance et l'administration revenant à l'exécuteur testamentaire pendant une durée de 30 ans. Maître Leroy s'est arrêté, le silence s'est de nouveau fait écrasant. Ma mère s'est affalée sur sa chaise. Elle avait la propriété, mais pas le pouvoir d'en disposer. Elle avait l'argent, mais pas le droit de le dépenser comme elle l'entendait. Elle était réduite à une simple bénéficiaire de papier, sous la tutelle d'un autre. Puis vint la ligne qui a déclenché l'explosion dans la salle. Maître Leroy a ajusté ses lunettes et a annoncé « L'exécuteur testamentaire, responsable de la gestion, de l'administration et de la jouissance du patrimoine pendant cette période, est Mademoiselle Clémence Dubois, mon prénom. » J'étais l'exécutrice. J'avais le pouvoir de vie ou de mort sur les actifs que ma mère pensait avoir gagnés. La clause finale, la plus cruelle pour ma mère, précisait qu'en cas de contestation ou de manquement à l'une de ces directives, l'intégralité du patrimoine serait automatiquement réattribuée à une fondation pour l'art et l'histoire de France que j'étais chargée de créer. Le twist était complet. Ma mère avait gagné 200 millions d'euros sur le papier, mais elle était devenue ma subordonnée légale. La grande dame de Valois, qui m'avait humiliée en public, était désormais sous ma coupe administrative. C'était la plus belle des vengeances. L'analyse ML a montré l'efficacité de la vengeance à froid, celle qui utilise la légalité et le statut social pour démanteler l'adversaire. J'ai utilisé mon nouveau statut d'exécutrice testamentaire avec une précision chirurgicale. Ma première action a été de convoquer un conseil d'administration pour la maison d'édition. Ma grand-mère avait légué ses parts à moi, la seule à valoriser la culture. J'ai immédiatement révoqué le conseil d'administration que mon père, l'avocat d'affaires, avait commencé à infiltrer, le remplaçant par d'anciens amis de ma grand-mère, des intellectuels et des historiens qui partageaient ma vision. La maison d'édition, qui sombrait dans le mercantilisme, est redevenue un phare de la littérature française, sauvant des collections entières de poésie et d'essais. Ma mère a vu la source de son prestige social s'éloigner de ses mains sans pouvoir lever le petit doigt. Puis, l'hôtel particulier. Mon père et ma mère, en tant qu'usufruitiers, devaient en assurer les charges et l'entretien. Mais j'étais l'administratrice. J'ai exigé des standards d'entretien draconiens, dignes d'un monument historique. Ce qu'il était. J'ai refusé leur projet de rénovation moderne, qui aurait dénaturé l'âme du bâtiment. J'ai utilisé ma prérogative pour ouvrir l'hôtel particulier une fois par mois pour des visites guidées historiques, transformant leur maison en un musée semi-public. Ma mère, obsédée par la discrétion, s'est retrouvée avec des quarts de touristes devant sa porte. Elle a tenté de protester, mais le codicille était clair. Toute action entravant la mise en valeur du patrimoine entraînerait l'activation de la fondation et la perte de tous les biens. Elle était piégée par sa propre avidité. Le point culminant de cette partie, selon l'IA, devait être la gestion des 200 millions d'euros. Ma mère ne pouvait y toucher, mais elle devait vivre décemment, selon un budget que je fixais. J'ai donc créé un budget qui reflétait la simplicité que ma grand-mère m'avait enseignée. Pas de voyage de luxe, pas de sac de créateur, seulement ce qui était nécessaire. Quand ma mère a demandé l'argent pour le bal annuel de charité de la haute société, un événement crucial pour son statut, j'ai refusé. J'ai utilisé ces fonds pour la création de la Fondation Éléonore de Valois, dédiée au financement de jeunes historiens de l'art, comme j'avais toujours rêvé de l'être. J'ai organisé l'inauguration de la Fondation dans le grand salon de l'hôtel particulier, invitant tous les membres de l'élite qui avaient assisté à son humiliation au cimetière. Elle a été forcée d'y assister, en tant que simple hôtesse, me regardant recevoir les éloges et les honneurs. C'était l'ultime vengeance à la française, le renversement du statut social, l'humiliation par l'élévation. L'argent laissé à ma mère était devenu la chaîne qui la liait à ma volonté. Le scandale dans les salons parisiens s'est éteint. Il a été remplacé par le respect. La petite historienne de l'art sans le sou est maintenant la présidente influente de la Fondation Éléonore de Valois,
mécène de la culture et gardienne d'un héritage. Ma mère et mon père vivent toujours dans l'hôtel particulier. Mais c'est une cage dorée. Ils sont obligés de demander mon approbation pour les dépenses extravagantes, contraints de maintenir une façade de modestie pour ne pas risquer la perte de l'intégralité du patrimoine au profit de ma fondation. Leur vie est un enfer de frustration silencieuse. Le plus précieux des héritages, comme l'avait prédit l'analyse, n'était pas la nue propriété ou le pouvoir d'exécution, mais la leçon de ma grand-mère. Elle m'avait appris que l'honneur et la dignité ne s'achètent pas et ne s'héritent pas. Ils se construisent dans la discrétion et la résilience. Elle savait que ma mère serait incapable de gérer l'argent sans moi et que, pour une femme obsédée par l'apparence, l'obligation d'accepter ma tutelle légale serait une punition bien plus sévère que la simple disette. Elle avait vu clair dans le cœur de sa fille. Et par amour pour moi, elle avait construit un piège légal. Je continue mon travail d'historienne, donnant des cours à l'université. Mais maintenant, je le fais avec la liberté de ne plus me soucier de l'argent. J'ai utilisé une petite partie des fonds de la fondation pour acquérir une ravissante petite librairie ancienne dans le 5e arrondissement, mon véritable refuge. C'est là que je passe mes week-ends, loin des obligations administratives de l'hôtel particulier, au milieu des livres que j'aime. La librairie est devenue un lieu de rencontre pour la nouvelle génération d'historiens que nous soutenons. Mon bureau est à l'arrière, simple et fonctionnel, sans le faste inutile qui a empoisonné la vie de mes parents. Le modèle ML avait identifié que la fin d'un tel récit devait ramener le protagoniste à ses valeurs initiales, mais avec un pouvoir amplifié. J'ai le pouvoir, mais je ne suis pas définie par lui. Je suis l'héritière d'Éléonore, non pas de sa fortune, mais de sa sagesse. Ma mère avait annoncé que j'étais rayée du testament pour me détruire publiquement. Elle n'avait pas prévu que l'acte qui devait me réduire à néant serait le catalyseur de ma plus grande ascension. Elle m'a coupé l'herbe sous le pied à l'enterrement, mais ma grand-mère m'avait donné les racines pour repousser plus fort. Et le notaire, sans le savoir, a été l'instrument de ma véritable intronisation. J'ai finalement compris le message final de ma grand-mère, chuchoté dans les lignes de son codicille. L'argent est une monnaie, mais la dignité est le seul vrai capital. J'ai sauvé l'héritage d'Éléonore, l'hôtel particulier, la maison d'édition, les œuvres d'art, et par-dessus tout, j'ai sauvé mon propre honneur. Ma mère a eu l'argent, j'ai eu la victoire, et c'est la seule chose qui compte. Je suis Clémence, et j'ai trouvé la paix dans la puissance discrète de la loi et de la sagesse, le véritable test d'une victoire, selon les schémas narratifs de haute viralité, n'est pas le moment de la confrontation, mais la sérénité qui s'installe après la tempête. 3 ans ont passé, et le temps a patiné mon pouvoir, transformant la revanche amère en une tranquille autorité. Je suis Clémence, l'héritière qui n'a rien hérité, mais qui a tout gagné. Le rôle de la Fondation Éléonore de Valois a explosé dans le paysage culturel français. Nous finançons la restauration de manuscrits oubliés dans les bibliothèques régionales, nous offrons des bourses à des doctorants qui luttent pour faire entendre leur voix. C'est le travail que j'ai toujours voulu faire, celui pour lequel ma grand-mère m'a préparé sans jamais me le dire. L'argent sous ma tutelle n'est plus une fin en soi, mais le moteur d'un immense projet de mécénat national. Mon propre appartement du Quartier Latin, que j'ai racheté au prix fort pour le soustraire à toute menace future de ma famille, est mon ancre. C'est là, loin du faste ostentatoire du XVIe, que je trouve le vrai sens de la richesse, l'espace mental. Ma vie est pleine, riche de découvertes historiques, de collaborations enrichissantes et du respect sincère de mes pairs. Le contraste avec la vie de mes parents, Diane et Pierre, est la clé de voûte de cette conclusion. Ils sont toujours usufruitiers de l'hôtel particulier, mais ils en sont les gardiens malheureux. Ils sont prisonniers de leur propre cupidité. La condition de la grand-mère était diaboliquement précise. Jouir du bien, mais sans l'altérer, l'entretenir selon des critères stricts, et surtout, ne jamais s'opposer aux directives de l'exécutrice testamentaire. Pour ma mère, l'enfer est pavé d'invitations annulées et de privations choisies. Elle doit maintenir la façade sociale, organiser les réceptions pour la fondation que je dirige, me regarder recevoir les félicitations de ses anciennes amies. Elle ne peut plus acheter les collections de haute couture qu'elle convoitait, car je limite son budget aux nécessités raisonnables de son train de vie d'usufruitière. Chaque demande de fonds extravagante est l'objet d'un refus poli, légal et systématiquement justifié par la nécessité de préserver le capital pour les œuvres de la Fondation. Elle a les 200 millions d'euros sur le papier, mais elle est contrainte à une frugalité déguisée, la punition ultime pour une femme qui ne vivait que pour l'apparat. J'ai vu mon père sombrer dans une dépression aiguë. Il a perdu son influence à la maison d'édition, il est légalement soumis à sa propre fille pour les dépenses. Leur mariage, déjà froid,
est devenue une cohabitation tendue entre deux complices qui ont échoué. L'analyse de l'engagement souligne que le public doit percevoir que la justice est totale et irréversible. J'ai récemment découvert, grâce au notaire de ma grand-mère, Maître Dubois, qu'elle avait créé une clause supplémentaire et secrète, qui n'est pas dans le codicille. Il s'agit d'une lettre scellée, à n'ouvrir que dans 25 ans ou si mes parents venaient à tenter une action en justice majeure pour me démettre. Cette lettre, dont le contenu m'est inconnu, est ma garantie finale. C'est l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête, les forçant au silence et à la soumission. Ma grand-mère avait compris que le véritable pouvoir n'est pas dans l'usage, mais dans la menace discrète. Je suis allée au cimetière récemment, non plus pour pleurer, mais pour remercier. Devant la tombe familiale, j'ai eu une révélation finale. Le testament principal que ma mère avait brandi en public n'était qu'un leurre, un appât. Ma grand-mère l'avait rédigé pour tester ma mère, sachant qu'elle ne résisterait pas à l'envie d'humilier sa propre fille. Le codicille, le vrai héritage, n'était pas un plan B, mais le plan A. Elle avait orchestré mon humiliation publique pour que ma victoire légale et morale soit d'autant plus retentissante. Elle m'a donné le pouvoir de renverser l'injustice, non pas en me donnant de l'argent, mais en me donnant l'autorité de leur imposer sa propre morale. L'héritage d'Éléonore, ce n'est pas le million d'euros. C'est la restauration de l'honneur familial, et la preuve que le courage silencieux est plus puissant que l'avidité bruyante. J'ai trouvé la paix dans cette vérité. Je n'ai pas cherché la vengeance. J'ai simplement appliqué la loi voulue par la victime. J'ai transformé la trahison en un tremplin vers une vie qui compte. Si vous aussi vous avez été confronté à l'injustice familiale, rappelez-vous que les documents, les lois et le temps sont vos meilleurs alliés. Le silence d'un notaire peut parfois être plus assourdissant que les cris d'une mère. Je vous souhaite la sagesse de ma grand-mère et l'autorité de mon nouveau statut. J'ai été rayée du testament, mais j'ai réécrit l'histoire. Une histoire française de dignité retrouvée. Je suis Clémence, et mon rôle d'exécutrice testamentaire est devenu, pour mes parents, un mur de plus en plus étroit qui menace de les asphyxier. J'ai le contrôle total de leurs finances et de leur environnement, un pouvoir que j'exerce non par malice, mais par l'application rigoureuse, presque clinique, de la volonté de ma grand-mère. L'hôtel particulier, leur cage dorée, était le théâtre parfait de cette guerre froide. Ils y vivaient, mais ils n'en étaient plus les maîtres. Le faste qui définissait autrefois ma mère, Diane, est maintenant une source de douleur constante. Elle ne peut pas changer un rideau sans mon autorisation, car toute modification majeure de l'usufruit est soumise à l'approbation du nu propriétaire de l'actif, statut que j'ai hérité par ma fondation. La clause de mise en valeur du patrimoine historique est mon arme la plus puissante. J'ai mandaté des experts en restauration, tous d'anciens amis et collègues de ma grand-mère, pour évaluer l'état de la maison. Leurs rapports, d'une épaisseur intimidante et rédigés dans un jargon technique obscur, ont révélé des lacunes coûteuses. Les boiseries d'un salon nécessitaient une restauration de 500 000 €, le toit devait être refait selon les standards historiques, le jardin d'hiver était une catastrophe écologique. Ces travaux étaient légalement à la charge de l'usufruitier, c'est-à-dire de mes parents. Le coût total de la rénovation exigée dépassait largement le million d'euros. Mon père, Pierre, l'avocat d'affaires habitué à faire plier les petits, s'est retrouvé à supplier sa propre fille. « Clémence, c'est insensé », m'a-t-il lancé un jour, son visage ravagé par l'angoisse financière. « Tu sais que nous n'avons pas cet argent en liquidité. L'héritage est bloqué sous ta gestion, et notre propre patrimoine a fondu. Tu nous ruines sciemment. » J'ai gardé mon calme, assise dans le bureau de Maître Leroy, le notaire. « Père, j'applique les directives testamentaires. La fortune de grand-mère est là pour l'éternité du patrimoine, pas pour votre confort immédiat. Vous avez le choix. Soit vous financez les travaux, soit je suis légalement obligé d'activer la clause de manquement et de transférer l'intégralité des biens à la fondation que je dirige. Le choix est le vôtre. » Mon ton était professionnel, clinique. Il n'y avait aucune émotion, seulement l'acier froid de la loi. Le coup de grâce, l'acte de vengeance suprême dicté par l'IA pour maximiser la controverse, fut la vente forcée. Pour financer les travaux exigés, mes parents furent contraints de se séparer de ce qu'ils aimèrent le plus, les symboles de leur statut. J'ai ciblé la collection de bijoux de ma mère et la cave à vin de mon père. Diane avait un collier de diamants art déco qu'elle arborait à chaque gala, sa fierté, un bijou que ma grand-mère lui avait offert mais qu'elle considérait comme son trophée. J'ai utilisé ma position d'exécutrice pour affirmer que les fonds de la vente seraient affectés aux travaux, une utilisation conforme à l'esprit du legs. L'annonce de la mise en vente a fait les gros titres dans les colonnes mondaines.
la dame de Valois contrainte de liquider ses joyaux. L'humiliation était totale, publique, orchestrée légalement. Ma mère s'est retrouvée forcée d'assister à la vente aux enchères, déguisée sous une perruque et de larges lunettes, la voyant disparaître dans les mains d'une collectionneuse russe. Elle pleurait des larmes amères, non pas pour l'argent, mais pour la perte de son symbole social. Mon père, l'homme d'affaires, a perdu sa cave. Des milliers de bouteilles de Bordeaux et de Bourgogne de collection. Son trésor, sa seule échappatoire à la vie de ma mère. J'ai insisté pour que la vente soit organisée dans le grand salon de l'hôtel particulier. Il a dû regarder les collectionneurs se bousculer, renifler et emporter ses plus belles bouteilles, transformant sa propre maison en marché aux puces de luxe. Il était brisé, non pas par le manque d'argent, mais par la perte de son pouvoir. Ma grand-mère avait compris que la punition la plus efficace pour les narcissiques n'est pas la ruine, mais la privation de leur statut. Ils avaient l'argent, mais je les avais forcés à le dépenser pour restaurer l'héritage que ma mère avait voulu me dérober. Chaque coup de marteau du commissaire-priseur était un écho du mot « rayé » qu'elle avait prononcé sur la tombe. Le temps passait, et mes parents, malgré leur richesse théorique, vivaient une vie d'austérité forcée, de honte sociale et de soumission légale à leur propre fille. C'était la justice lente et froide, la plus agressive de toutes. Leur tentative de s'accrocher à un semblant de luxe était systématiquement démantelée par des courriers recommandés, signés par moi, l'exécutrice testamentaire. L'effet sur leur cercle social était immédiat. La pitié a remplacé l'admiration, et leur nom est devenu synonyme de « ceux qui ont tout, mais qui n'ont rien ». J'ai le pouvoir, et j'utilise chaque ligne du codicille pour le consolider, protégeant l'œuvre de ma grand-mère et m'assurant que son véritable héritage, la dignité et la culture, survivent à l'avidité de sa propre fille. Mes parents ne pouvaient pas accepter cette humiliation perpétuelle. Mon père, Pierre, a mis à profit toutes ses relations d'avocat d'affaires pour monter une équipe juridique colossale. Leur objectif était de contester la validité du codicille, arguant que ma grand-mère n'était pas saine d'esprit au moment de sa rédaction, ou que j'avais exercé une captation d'héritage indu. La stratégie était agressive, publique, et visait à me détruire en jetant le doute sur mon intégrité et, par extension, sur la fondation que je dirigeais. C'était le moment où l'enjeu montait à son maximum, menaçant de réduire en poussière tout ce que j'avais construit. Le procès, qui s'est ouvert au tribunal de grande instance de Paris, a été un véritable spectacle. Ma mère, drapée dans une fausse humilité, a témoigné avec des larmes de crocodile sur sa détresse face à la cruauté posthume de sa mère. Mon père a exposé des arguments légaux complexes, pointant du doigt la singularité du montage testamentaire et le conflit d'intérêts évident dans ma position d'exécutrice et de présidente de la fondation. La presse était là, avide de scandales, et pour un temps, le doute a plané sur moi. Les schémas de l'IA montrent que le protagoniste doit frôler la défaite avant de triompher. La controverse était à son comble. La question n'était plus l'argent, mais qui, de la fille ou de la petite fille, était la dépositaire légitime de la mémoire d'Éléonore. Notre défense, menée par Maître Dubois, le notaire fidèle de ma grand-mère, était basée sur une seule chose, la préparation obsessionnelle d'Éléonore. Chaque argument avancé par l'équipe de mon père avait été anticipé. Lorsque les avocats de mon père ont soulevé la question de l'état mental de ma grand-mère, Maître Dubois a produit une série de bilans neurologiques impeccables datant de la veille de la signature du codicille, attestant de sa pleine lucidité. Ces documents étaient accompagnés de vidéo-témoignages enregistrés par Éléonore elle-même, expliquant clairement et calmement ses intentions, prévoyant les exactes objections de mes parents. Le coup de maître, le détail qui a choqué la cour et assuré la victoire, fut la production de 3 lettres scellées, écrites par Éléonore, chacune datée et adressée. La première lettre, ouverte devant le juge, était adressée à Maître Leroy, le notaire de la famille. Elle l'exhortait, s'il était tenté d'aider mes parents à contourner le testament, à se souvenir de son serment et de la dignité du titre qu'il porte, un avertissement personnel et humiliant pour l'homme qui avait failli laisser passer le codicille. La deuxième lettre était adressée à Diane, ma mère. Elle était pleine d'une affection froide, décrivant avec précision son comportement au fil des ans, ses tentatives passées de manipuler l'argent familial et justifiant la condition de ma tutelle comme la seule voie pour la protéger d'elle-même. La lecture de cette lettre, pleine de vérités cinglantes, a provoqué une crise de larmes humiliantes chez ma mère, la faisant paraître instable devant le juge. La troisième lettre, la plus cruciale et la plus curieuse, était pour mon père, Pierre. Ma grand-mère y révélait une transaction financière de plusieurs millions d'euros
qu'il avait orchestré en secret il y a 10 ans, en utilisant des parts de la maison d'édition sans son consentement, une fraude fiscale mineure qu'elle avait couverte pour préserver la réputation de la famille. Elle affirmait que si jamais il tentait de contester le testament, cette preuve serait automatiquement transmise au parquet national financier. Mon père est devenu livide. Il a immédiatement demandé à son avocat une suspension de séance, puis une annulation totale de la plainte. C'était le coup de grâce. Le chantage légal et moral orchestré depuis la tombe. Ma grand-mère avait anticipé le procès, non seulement en légalisant ses démarches, mais en possédant les secrets les plus sombres de ses adversaires. Le juge, visiblement impressionné, a non seulement validé l'intégralité du codicille, mais a statué que les frais de justice seraient entièrement à la charge des plaignants, mes parents. Ils ont perdu le procès, ont été forcés de payer une fortune en frais d'avocat, et ont vu leurs plus sombres secrets révélés, au moins au juge et à moi, comme une menace permanente. Le public a vu leur tentative agressive se transformer en une déroute totale, renforçant la légende de la grand-mère visionnaire. La victoire était complète. Non seulement j'avais conservé le contrôle de l'héritage, mais j'avais prouvé que mes actions n'étaient pas motivées par la vengeance, mais par l'application rigoureuse d'une justice posthume irréfutable. Le dénouement doit consolider le statut de la protagoniste, résoudre l'arc du pouvoir et installer un nouveau statu quo permanent, où la curiosité est satisfaite par la révélation d'un dernier secret. Après la débâcle judiciaire, le silence est tombé, un silence bien plus lourd que celui de l'Église le jour de l'enterrement. Il est le silence de la défaite définitive, de la résignation amère. Mes parents, humiliés publiquement et ruinés par leurs propres frais de justice, n'ont plus tenté la moindre résistance. Ils vivent désormais dans l'hôtel particulier comme des ombres. Ils ont 200 millions d'euros en théorie, mais ils sont contraints de mendier leur argent de poche auprès de leur propre fille, l'exécutrice testamentaire. L'ironie est totale. La justice de ma grand-mère est parfaite. J'ai le pouvoir, et je l'utilise pour maintenir l'ordre et la dignité de son héritage. L'analyse. Delia a souligné que le public a besoin de comprendre pourquoi Éléonore a choisi cette voie. Alambiquée plutôt que de me léguer la fortune directement. C'était le dernier secret, la pièce manquante du puzzle, la réponse à la curiosité persistante. Un soir, Maître Dubois m'a convoqué. Il m'a tendu une dernière enveloppe, jaunie par le temps, un document bien plus ancien que le codicille. Mademoiselle Clémence, votre grand-mère m'a demandé de vous le remettre uniquement lorsque vous auriez atteint la maturité et la stabilité nécessaires pour comprendre la responsabilité de la grande richesse. Le procès a prouvé que c'est le cas. Le document était le testament initial de ma grand-mère, rédigé 20 ans plus tôt, avant même ma naissance. J'ai lu les premières lignes, et mon sang s'est glacé. Dans ce document, ma grand-mère léguait l'intégralité de sa fortune, sans condition, à une œuvre de charité. Ma mère, Diane, était déjà déshéritée. Ce testament initial n'avait jamais été révoqué. Il avait simplement été mis de côté. La révélation était choquante. Ma grand-mère n'a jamais eu l'intention de donner un centime à ma mère. Le codicille, ce document que ma mère a cru être une punition après un changement d'avis, était en réalité un leurre complexe. Éléonore savait que si elle déshéritait complètement ma mère dès le départ, celle-ci contesterait le testament sans relâche pendant des décennies, gelant l'intégralité de la fortune et empêchant la fondation et la maison d'édition de fonctionner. L'héritage serait perdu dans les procédures. Ma grand-mère, dans un coup de génie stratégique, a donné à ma mère la fausse impression de victoire, les 200 millions d'euros, en échange de son silence légal. Ma mère, obnubilée par la somme et le titre de légataire, a accepté la condition de ma tutelle en pensant qu'elle trouverait un moyen de la contourner. Elle n'a pas vu que le véritable gain n'était pas l'argent qu'elle ne pouvait pas dépenser, mais l'extinction légale de sa capacité à nuire à l'héritage d'Éléonore. Elle a accepté la condition pour l'argent, et en acceptant la condition, elle a accepté ma domination légale irréversible. Elle n'était pas l'héritière, elle était la garde-fou involontaire de la fortune, le fantôme de la richesse. La lecture de ce testament initial a bouclé la boucle émotionnelle et stratégique. J'ai compris l'ampleur de la sagesse de ma grand-mère. Elle avait utilisé l'avidité de sa fille comme le verrou de sécurité de son propre héritage. Elle m'avait donné le pouvoir par la loi, par la culture, par la dignité, pas par la simple richesse. La fondation prospère, la maison d'édition publie des œuvres majeures, et moi, je vis une vie choisie, libérée du poids de l'argent et de l'ombre de la trahison. Mes parents sont confinés dans leur prison dorée, obligés de préserver l'œuvre de leur mère et de me servir involontairement comme exécutrice. L'enterrement a été l'annonce de ma prétendue déchéance. Le procès a été la preuve de leur folie.
Et ce dernier secret est la confirmation de ma victoire totale. Mon histoire n'est pas celle d'une vengeance, mais celle d'une justice monumentale orchestrée par une femme qui avait anticipé la bassesse humaine et choisi l'intelligence pour triompher.